Bonjour à tous. Du coup, bienvenue à notre webinaire en compagnie de Valérie Cabane et merci de participer à notre série de webinaires Donner la voix à la nature, parler des droits de la nature avec des leaders qui changent la donne. Donc, mon nom est Océane Juchet et je suis en présence d'Anna Bekovic. Nous sommes toutes les deux de l'Alliance mondiale pour les droits de la nature, qui est une organisation mondiale et un mouvement composé de multiples organisations, communautés et individus qui travaillent ensemble pour promouvoir la reconnaissance légale des droits de la nature comme un moyen de parvenir à une transition vers des pratiques écologiques et viables à travers le monde. Donc, grâce au lien dans le chat que nous allons vous envoyer, vous pourrez en apprendre davantage sur ce que nous faisons, qui nous sommes et avec qui nous travaillons. Donc, nous sommes ici pour faciliter la tenue du webinaire et nous allons à présent vous expliquer quelques règles. Tout d'abord, je voudrais vous demander de couper tous vos micros et d'éteindre vos caméras afin que nous n'entendions pas de bruit de fond pendant le webinaire. Ensuite, je vais vous demander de bien vouloir garder vos questions pour Valérie pour la fin, où 20 minutes seront dédiées spécialement à celle-ci. Donc, si vous avez une question qui vous vient à l'esprit lors de la présentation, il vous suffira juste de l'écrire dans le chat avec votre nom et votre question, et nous vous placerons ensuite sur la liste. Nous ferons bien évidemment en sorte de n'oublier personne et que l'ordre soit juste. Et lors du temps dédié aux questions, nous ferons savoir à chacun quand est son tour et quand il doit allumer son micro afin de poser sa question à Valérie. Donc, à présent, il est temps de vous introduire Valérie Cabane. Donc, Valérie est juriste en droit international. En 2011, elle s'est opposée à des projets industriels en Amazonie brésilienne, en particulier au barrage de Belo Monte, en préparant des rapports débattus au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies ainsi qu'au Parlement européen. En 2015, elle a contribué à la rédaction du projet de déclaration universelle des droits de l'humanité, ainsi qu'à une proposition d'amendement du statut de la Cour pénale internationale afin que le crime d'écocide soit reconnu. Elle a fait partie de plusieurs associations telles que End Ecocide on Earth et fait partie aujourd'hui du réseau d'experts Harmony with Nature et avons la chance de la compter parmi le comité exécutif de l'Alliance globale pour les droits de la nature. Elle a enfin contribué à plusieurs livres collectifs et est l'auteur de Un nouveau droit pour la Terre pour en finir avec l'écocide, ainsi que Homo Natura, en harmonie avec le vivant. Voilà, à présent, je vais donc laisser la parole à Valérie et bonne présentation à tous. Merci Océane. Donc j'ai plus besoin de me présenter, c'est bien. Je vous remercie tous d'être là. Je reconnais certains noms, des personnes que je connais de visu, d'autres via Facebook. Je pense qu'il manque effectivement la moitié des personnes qui se sont inscrites. Il faut savoir qu'il y avait par exemple, et ça c'est tout à fait intéressant, des personnes du gouvernement canadien, du ministère du Développement durable qui s'étaient inscrits. Je ne sais pas si vous êtes là. Mais c'est en tout cas une preuve d'intérêt pour ce sujet nouveau et en même temps qui est véritablement en train de prendre un essor partout dans le monde, à savoir donc la reconnaissance des droits de la nature. Alors, avant de vous faire justement ce bilan par rapport à toutes les décisions politiques ou juridiques qui ont pu être prises ces dernières années pour reconnaître le droit des écosystèmes à exister, je voudrais un petit peu d'abord vous expliquer l'intérêt. Alors, je ne vais pas passer trop de temps sur le constat alarmant de la dégradation des conditions de vie sur Terre. Je pense que vous êtes quand même très au courant, étant donné le nombre de rapports qui sortent régulièrement. Je vous rappelle simplement que nous avons largement dépassé la quantité de gaz à effet de serre admissible, en tout cas dans l'atmosphère, c'est-à-dire de façon à ne pas basculer dans un écosystème planétaire qui devienne vraiment inhospitalier pour l'humanité et tous les êtres vivants. Nous sommes à 411 particules par million de CO2 à l'heure actuelle. Nous ne devrions pas dépasser 350 particules par million de CO2. Nous sommes aussi rentrés dans une 6e extinction des espèces, c'est officiel. Le déclin des espèces est 100 à 1000 fois supérieur à ce qu'il devrait être pour maintenir les conditions, je dirais, optimales de la biosphère, de la biodiversité. En tout cas,
telle qu'elle existe depuis la dernière ère glaciaire, donc depuis 10 000 ans à peu près. Et puis dernièrement, nous avons aussi appris que nous avions dépassé une autre limite grave qui se conjugue, c'est-à-dire le fait que d'une part, nous utilisons trop les sols, nous défrichons, nous déforestons trop, et nous avons donc converti des forêts qui sont absolument nécessaires pour le climat, nécessaires pour le cycle de l'eau, nécessaires pour produire notre oxygène. Nous sommes des enfants des arbres, ne l'oublions pas. Sans eux, nous ne pourrions respirer. Et puis nous avons pollué les sols, nous les avons dégradés. Et nous sommes arrivés à un stade où nous avons dégradé 75% des sols émergés de la Terre. Et nous pensons que nous allons arriver à 90% d'ici 2050. Cette situation donc va provoquer, en plus effectivement d'un déclin général de la vie sur Terre, des vagues migratoires monumentales, puisque selon les chiffres, on pense qu'il y aura d'ici la fin du siècle de 2 à 10 milliards d'individus entre maintenant et la fin du siècle qui vont devoir quitter leur maison, leur territoire. Alors c'est peut-être parce qu'il y a ce constat aujourd'hui que l'on commence à comprendre que nous ne pouvons pas vivre déconnectés de la nature, que nous sommes interdépendants de la nature. Et c'est vrai que depuis au moins 2000 ans, que ce soit par, je dirais, la culture monothéiste, judéo-chrétienne, mais aussi par le siècle des Lumières, on nous a absolument persuadés, nous l'humanité, que nous pouvions maîtriser la nature, nous pouvions la dominer, nous pouvions surtout nous affranchir de ses règles, des règles biologiques. Et donc nous avons construit des fictions. Le droit est une fiction, la politique est une fiction. Nous avons construit un récit où nous avons espéré, par le progrès, par la technologie, pouvoir devenir des hommes affranchis des lois naturelles, voire, et ça c'est le grand mythe des transhumanistes, devenir des surhommes ou un nouveau règne qui serait une espèce d'hybride entre l'homme et la technique. Sauf que la réalité nous oblige à reconsidérer ce point de vue et donc à, je dirais, mettre en parallèle cette fiction juridique et puis les lois biologiques, les lois naturelles. Et réfléchir à comment, justement, reconnecter notre récit à la réalité du monde, au récit du monde. Alors, c'est ce que certains sociologues, certains philosophes ont commencé à penser dès les années 90-2000 et sont à l'origine d'ailleurs du mouvement pour la reconnaissance des droits de la Terre et des droits de la nature. C'est-à-dire, je pense par exemple à Thomas Berry, qui a inventé le concept de jurisprudence de la Terre, en disant qu'il fallait reconnaître à la Terre et à la nature. Quand je dis la Terre, je pense au vivant, je pense à la nature, hein, puisque la Terre, elle existe depuis 4,6 milliards d'années. Elle a subi déjà 5 extinctions massives d'espèces. Toute la problématique est de savoir comment préserver la biosphère telle que nous la connaissons depuis 10 000 ans et qui a permis en fait véritablement à la vie de se développer, je dirais merveilleusement, et à l'humanité de prospérer et de se multiplier, c'est le cas de le dire, puisqu'on est extrêmement nombreux aujourd'hui sur Terre. Il a donc été l'un des premiers penseurs à vouloir donc reconnaître le droit à la nature à exister. Arne Naess, lui, a réfléchi à un concept d'écologie profonde, ce qu'on appelle la deep ecology en anglais, qui est en fait d'essayer d'imaginer, non pas de faire entrer la nature en politique, mais que la politique des hommes, et donc leurs droits, soit intégrée, reconnue comme étant interdépendant des autres espèces et du vivant sur Terre. C'est-à-dire, très concrètement, plutôt que de faire de
l'écologie politique, il s'agit aujourd'hui de penser une politique écologique et c'est pas du tout pareil. C'est pas pareil parce que ça veut dire qu'il va falloir remettre en question des concepts, je dirais même des oxymores, comme la notion de développement durable. On ne peut pas parler de développement, c'est-à-dire sous-entendre quelque part que nous pouvons continuer à croître économiquement au niveau de la population et donc à utiliser toutes les ressources de la Terre dans un monde qui est fini, dans un monde qui a ses limites. Il s'agit vraiment de repenser notre droit et de repenser notre politique au regard des limites de la planète et puis peut-être d'amorcer une révolution intérieure, une révolution philosophique, je dirais même presque une révolution spirituelle qui s'exprime déjà très fortement, qui est présente depuis, je dirais, des millénaires dans des populations traditionnelles. Ce qu'on appelle les peuples racines, les peuples premiers, les peuples autochtones, c'est-à-dire ces populations qui, depuis des millénaires, vivent sur un même territoire, ont appris à vivre en harmonie avec la nature autour d'eux. Et ce qui les caractérise, c'est véritablement leur relation justement au territoire. Nous fonctionnons dans un monde où nous considérons que la propriété privée est un droit sacré, que l'État-nation détermine quel est notre territoire. Pour les peuples autochtones, ils appartiennent à un territoire et ce territoire est composé de toutes les espèces animales et végétales avec qui ils partagent les ressources de façon équitable et donc ils prennent toujours en considération les besoins des autres espèces par rapport à ce qu'ils prennent pour eux-mêmes, ce qui fait aussi qu'ils ont un autre rapport au temps et un autre rapport, je dirais même au cosmos, parce qu'ils considèrent véritablement que la Terre est la mère de toute forme de vie, que c'est une entité légitime, que c'est une entité ordonnée qui nous précède et qui s'impose à nous. Et au final, il s'agit simplement de reconnaître que nous sommes nous-mêmes des éléments de la nature comme les autres et que donc nous sommes soumis à ces règles. Alors, ils vont loin dans leur conception du monde. Ils considèrent que, bien évidemment, le territoire, comprend les humains, comprend les animaux, comprend les végétaux, mais ils comprennent aussi l'esprit des anciens, de ceux avant nous. Ils considèrent même que les roches, que les minéraux ont une âme et ils regardent leur relation à la Terre et au cosmos des profondeurs de la Terre jusqu'à la hauteur des cieux. Alors pour eux, c'est une évidence, cette notion de jurisprudence de la Terre. C'est une évidence que leurs lois coutumières doivent découler des lois de la Terre. Et c'est eux, d'ailleurs, qui, depuis quelque temps, parce qu'ils ont été obligés de composer finalement avec nous, composer, nous, les Occidentaux, les colons, composer avec notre langage, composer avec nos concepts, composer avec nos fictions politiques et juridiques, ils ont trouvé le moyen de nous amener à réfléchir à comment modeler notre propre droit en prenant en considération cette réalité biologique et cosmique. Alors, pendant une trentaine d'années, par exemple, les peuples autochtones ont travaillé au sein de l'ONU sur une déclaration des droits des peuples autochtones où ils expriment cette vision du monde et où ils demandent aux États du monde entier de respecter cette vision du monde, de respecter leur manière traditionnelle de vivre. Et puis ensuite, ils y sont allés au-delà. Après avoir obtenu un accord sur cette déclaration des droits des peuples autochtones en 2007, on a vu arriver des pays comme l'Équateur en premier, et je salue Anna, Océane, Rodrigue, qui sont avec nous et qui sont en Équateur en ce moment, qui a été le premier pays au monde parce que c'est une société multiethnique et parce que l'État a voulu reconnaître ses spécificités, a créé une constitution qui reconnaît les droits de la nature. C'était en 2008. L'Équateur a été suivi
dès 2009 par la Bolivie, qui a travaillé sur une loi nationale à valeur constitutionnelle, un peu comme notre charte de l'environnement en France, de 2004, qui a valeur constitutionnelle, donc un texte annexé à la Constitution, qui a donc été entériné en 2010 et qui reconnaît les droits de la Pachamama, de la terre-mère. Pendant quelques années, il ne s'est pas passé grand-chose, si ce n'est dans une mobilisation citoyenne qui a vraiment émergé en 2010 à Cochabamba, en Bolivie, au sommet des peuples, des droits des peuples et du climat, qui a permis l'écriture d'un projet de déclaration universelle des droits de la nature qui a été soumis au secrétaire général des Nations Unies et qui est d'ailleurs une déclaration qui est aujourd'hui aussi présentée sous forme de pétition, qui espère obtenir jusqu'à 1 million de signatures. Si d'ailleurs nous obtenons 1 million de signatures d'ici septembre, nous avons la possibilité, nous avons eu l'accord de pouvoir remettre cette pétition au secrétaire général des Nations Unies en septembre. À peu près au même moment, l'année précédente, il faut savoir qu'à l'ONU même, s'est votée à l'Assemblée générale des Nations Unies une résolution créant un bureau qui s'appelle Initiative pour vivre en harmonie avec la nature. Donc en anglais, c'est Harmony with Nature. On vous redonnera tous les liens de tous ces sites et de toutes ces pétitions. Et cette initiative, dont effectivement je fais partie en tant qu'expert depuis 2016, a été revotée chaque année depuis 2009. Donc ça fait 9 résolutions des Nations Unies et pose l'idée que nous devons aujourd'hui réfléchir à notre gouvernance mondiale et notre gouvernance nationale par le prisme du principe de vivre en harmonie avec la nature. Et il faut savoir que donc les personnes qui travaillent dans ce bureau essayent avec nous de faire véritablement avancer ce concept de reconnaître des droits à la nature. En 2013, il y a eu aussi une volonté de reconnaître les droits de la nature lors du 10e congrès mondial de la vie sauvage. En 2014, c'est le groupe des 77 qui se sont prononcés en faveur d'une reconnaissance des droits de la nature. Et puis l'IUCN, qui est la grande organisation de conservation de la nature, a voté 2 résolutions dès 2016 pour appuyer cette demande. Et aujourd'hui, c'est dans sa loi programmatique de 2017-2020. Voilà. Et puis la dernière information en date, qui date d'il y a 2 jours, qui est absolument extraordinaire. Je ne sais même pas si Anna et Océane sont au courant. Mais l'ONU a décidé, le Conseil des droits de l'homme, a décidé de nommer comme rapporteur spécial sur notre droit à un environnement sain, David Boyd, qui vient d'écrire un livre extraordinaire qui s'appelle « Les droits de la nature pour une nouvelle révolution qui sauverait le monde ». Il est totalement en faveur de la reconnaissance des droits de la nature et il est devenu aujourd'hui rapporteur spécial au sein de l'ONU, ce qui est une nouvelle extraordinaire parce que cela va probablement faire énormément avancer les débats sur ce sujet. Alors très concrètement, comment les choses avancent dans les différents pays du monde? Pour vous en parler, je l'ai dissocié entre les décisions qui sont politiques, c'est-à-dire par exemple des pays qui décident de mettre les droits de la nature dans leur constitution, ou des États qui décident de reconnaître, quand je dis des États, c'est dans le cadre d'un État fédéral par exemple, où il y a plusieurs États, de reconnaître les droits de la nature, ou des grandes villes, des districts. Et là, on a, ou des parlements qui prennent des décisions. Alors là, on a une palette assez intéressante qui peut être inspirante pour nous, pays européens. C'est que certains pays, bien évidemment, ont décidé de reconnaître des droits à des écosystèmes suite à la demande de certains peuples autochtones. Et donc, ils ne reconnaissent pas des droits à tous les écosystèmes sur le territoire, mais à des écosystèmes qui sont les territoires ancestraux de ces peuples. Alors, ça a été le cas, par exemple, en 2017, en Australie,
a reconnu, le Parlement a reconnu donc une protection particulière de la rivière Yara, qui est une rivière où vit un peuple qui s'appelle les Birarong, et ils reconnaissent donc la valeur intrinsèque de cette rivière, son droit à exister pour elle-même, et ça c'est absolument fondamental, et donc reconnaît la rivière comme une entité juridique autonome et permet aux Birarong de défendre ses intérêts en justice. C'est aussi ce qui est arrivé en Nouvelle-Zélande à la demande du peuple Iwi Maori qui se bagarrait sur des problèmes de territoire depuis 150 ans. Et un consensus a été trouvé tout à fait intéressant. Les Maoris ont dit aux Néo-Zélandais, c'est donc quand même, vous voyez l'Australie et la Nouvelle-Zélande, des pays occidentaux, on dit aux Néo-Zélandais, écoutez, on accepte de ne plus demander de souveraineté sur notre territoire, si vous aussi, vous acceptez de ne plus avoir de souveraineté sur ce territoire. Et donc, par exemple, de ne plus reconnaître comme des parcs nationaux les territoires sur lesquels nous avons l'habitude de vivre depuis des millénaires. Ce que nous vous demandons, et c'est ce qui a été accepté, c'est de reconnaître ces territoires, à savoir donc une rivière, de sa source, le lac du cratère du mont Taranaki, jusqu'à la mer. Puis, ils ont eu la même chose pour le volcan lui-même, le mont Taranaki, d'être reconnus donc comme un tout indivisible, reconnus aussi pour leur valeur métaphysique, c'est-à-dire leur valeur spirituelle par rapport aux communautés locales, et surtout reconnus comme des entités vivantes, des entités distinctes, avec un statut juridique qui leur est propre et qui peut donc être défendu par les Iwi Maori et par un représentant de l'État. Au Mexique, toujours en 2017, c'est le district fédéral de la ville de Mexico, je vous rappelle que c'est une des plus grosses villes du monde, 20 millions d'habitants, plus donc tous ses alentours. En soi, c'est considéré véritablement comme un mini-État dans l'État. Et donc, ils ont leur propre constitution et ils ont aussi reconnu donc, les droits de la nature dans la constitution de la ville de Mexico, ce qui avait été aussi adopté dans l'État du Guerrero, qui est un État où il y a beaucoup de peuples autochtones, dès 2014, dans la constitution de cet État, l'article 2 qui reconnaît les droits de la nature. Alors, vous voyez effectivement que là, on est vraiment sur des décisions très puissantes politiquement, et qui touchent des pays très divers, des pays donc avec des populations autochtones en leur sein, mais qui fonctionnent selon des règles, je dirais, du droit occidental, du droit, ce qu'on appelle le droit romain, qui caractérise aussi le droit français, ou de common law, c'est-à-dire le droit anglais. Vous n'êtes pas des juristes, donc je ne vais pas passer trop de temps sur l'aspect juridique. Alors moi, ce qui m'a beaucoup aussi impressionné, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Aux États-Unis, dans l'État du Colorado, en 2014, il y a eu un amendement constitutionnel. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas connaître en France, par exemple, mais j'espère un jour qu'avec une vraie décentralisation, on y arrivera. C'est de reconnaître le droit aux municipalités de passer des lois reconnaissant les droits de la nature. Et sur ce, il y a eu un boom de municipalités qui les ont reconnus. Il y en a aujourd'hui 34 qui reconnaissent les droits de la nature, et pas seulement dans l'État du Colorado, et qui ont pu faire arrêter d'ailleurs des projets de fracturation hydraulique en invoquant devant le juge justement les droits de la nature à exister et à être préservés. Alors, pourquoi ont-ils eu besoin des droits de la nature dans le cas justement de ces procès? Parce que dans notre droit occidental, on ne reconnaît d'une part que véritablement l'humain comme sujet de droit, l'humain vivant maintenant et pas les générations futures. Dans une vision qui reconnaît les droits de la nature, on a une vision transgénérationnelle, parce que vous le voyez bien, les peuples autochtones considèrent qu'ils sont légataires d'un territoire qu'ils doivent léguer aux générations suivantes, et ils sont sur des territoires qu'ils considèrent quasiment comme leurs ancêtres.
Hein, c'est ce que les Maoris, par exemple, ont expliqué. La rivière est notre ancêtre. Et d'autre part, en reconnaissant une valeur intrinsèque à la nature, on peut faire stopper des projets avant qu'ils aient lieu, avant d'attendre une catastrophe écologique. Ce qui est par exemple ce qui se passe en France. En France, on est très avancé en termes de droit de l'environnement parce qu'on a reconnu le préjudice écologique, c'est-à-dire le fait qu'on puisse, à un moment donné, saisir un juge pour des dégâts occasionnés à un écosystème, même s'il n'y a pas eu de victime humaine. Mais, vous le voyez bien, on ne peut agir qu'après coup. L'intérêt des droits de la nature, c'est que quand on ne peut pas prouver qu'il y a un risque, par exemple pour la santé humaine, quand on ne peut pas prouver qu'il y a déjà eu des dégâts, alors on peut véritablement invoquer le droit d'une rivière, le droit d'une source à rester pure, à suivre son cours naturel. Et c'est ce qui s'est passé aux États-Unis plusieurs fois. Je pense par exemple au cas de la Crystal Spring, la source cristal, qui a pu être défendue en justice contre un projet de route, par exemple. Il y a une autre manière d'agir et qui est très intéressante parce que là, elle ne va pas nous demander à nous autant d'efforts que, par exemple, je suis en train de déployer pour essayer de changer la Constitution française. Je vais y revenir. Mais en tant que citoyen, on a un pouvoir qui est de saisir les juges. Et ça, c'est la stratégie qui a été adoptée dans d'autres pays du monde pour faire reconnaître des droits à la nature. Alors, les deux cas les plus emblématiques, l'un depuis 2016 en tout cas, c'est en Inde, vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais un État du nord de l'Inde, l'État où vit Vandana Shiva, l'Uttarakhand, a reconnu, la cour a été saisie par rapport à la pollution du Gange et au fait que les glaciers fondaient à cause du changement climatique. Et la haute cour de l'Uttarakhand a décidé de reconnaître le Gange, le fleuve, la Yamuna, son affluent, puis ensuite, dans un autre jugement, tous les écosystèmes himalayens, les glaciers, les lacs, les prairies, les marais, les forêts, la jungle, comme étant des personnes. Et ils ont octroyé à tous ces écosystèmes les mêmes droits qu'aux personnes humaines. Ça a été un coup de tonnerre sur le plan de la jurisprudence de la Terre, justement. Hein. Et ils ne se sont pas arrêtés là, malgré le fait qu'ils ont fait une erreur stratégique. Ils ont nommé comme gardiens de ces écosystèmes, c'est-à-dire des personnes qui peuvent aller parler au nom de ces écosystèmes devant le juge, comme on le ferait avec un enfant, par exemple, qui doit être représenté en justice. Ils ont fait une erreur, c'est qu'ils ont nommé beaucoup d'institutionnels comme gardiens, en plus des villageois. Et ces institutionnels, en particulier le secrétariat d'État, ont eu peur et ont saisi la Cour suprême indienne en disant « Mais attendez, qu'est-ce qui va se passer si quelqu'un se noie dans le Gange ? Est-ce qu'on va considérer que le Gange est pénalement responsable ? Et donc, comme nous sommes les représentants du Gange, est-ce que nous allons devenir pénalement responsables ?» La Cour suprême a dit deux choses. Elle a dit « Écoutez, je suis d'accord que la décision de la Cour de justice de cet État, dans le nord de l'Inde, n'est pas assez précise pour clarifier ce point. En revanche, nous sommes d'accord sur le fait que nous pouvons donner une personnalité juridique aux écosystèmes. Donc, précisez ce point. » Et la Haute Cour de l'Uttarakhand a réitéré cette année, par une nouvelle décision de justice, elle vient de décider que tout le règne animal, les vertébrés, mais aussi les oiseaux, les poissons, tout le règne animal, donc ce qu'on appelle aquatique ou avien, et bien évidemment les vertébrés, seront aujourd'hui reconnus comme des personnes et auront des droits et des devoirs. Alors, vous voyez que là, on touche à quelque chose d'intéressant parce que ce n'est pas une décision de justice qui a été portée par des peuples autochtones. Là, on est face à une spiritualité millénaire et c'est intéressant de voir comment on peut faire des ponts justement entre toutes ces traditions extrêmement anciennes qui ont toujours considéré que l'homme était un élément de la nature et qu'il devait composer avec elle et la respecter,
ont parfois aussi une vision animiste du monde, hein, et sont polythéistes. En Inde, par exemple, le Gange est considéré comme une déesse. Donc, pour les Indiens, c'est quelque chose de complètement cohérent de regarder le Gange comme une personne, de la même manière qu'ils vont regarder d'ailleurs une statue d'un dieu comme une personne. Et c'est tellement puissant que le Premier ministre indien, suite à cette décision de justice, a dit « Je vais travailler sur une loi nationale reconnaissant le Gange comme une personne ». Parce que cela correspond complètement à l'inscription dans le droit, qui est un droit issu de la colonisation anglaise, de notre pensée, de notre spiritualité. En Inde, en 2017, il y a aussi donc, un autre État, le Madhya Pradesh, c'est un cas qui est moins connu, qui a aussi déclaré que la rivière Narmada serait considérée comme une entité vivante. Ils ont appelé la rivière Narmada la ligne de vie de l'État. Et suite à cette résolution qu'ils ont prise en Assemblée, ils ont banni l'extraction de sable dans la rivière pour pouvoir mieux la protéger. Et aujourd'hui, donc, travaillent sur une loi pour aller dans le sens, effectivement, de cette résolution prise en Assemblée étatique, de cette Assemblée nationale. Il y a aussi donc des projets qui sont en cours en Argentine, au Portugal, et puis en France. Je ne sais pas donc si vous avez un petit peu suivi, certains d'entre vous, ce débat qui existe depuis maintenant plusieurs mois. Quand Emmanuel Macron a proposé de réformer la Constitution pour plein de raisons, des raisons politiques, baisser le nombre de députés, etc. Mais un des aspects était de pouvoir y intégrer une dimension écologique. Alors, il est clair que, vous le voyez à travers les politiques menées par la France, on est très loin d'avoir des politiques écologiques, très très loin. L'économie domine, on est très loin finalement d'avoir cette vision que nous proposons à travers la reconnaissance des droits de la nature, qui est de dire l'échelle de normes doit être remodelée, nous devons considérer d'abord les droits de la nature comme étant des droits souverains qui englobent les droits de l'humanité. Quand je parle des droits de l'humanité, c'est en référence justement à ce dont Océane vous a parlé sur la déclaration des droits de l'humanité qui permettrait d'avoir une vision transgénérationnelle du droit et de poser aussi les devoirs de l'humanité vis-à-vis des générations suivantes et vis-à-vis des éléments du vivant. Ensuite, vous auriez les droits humains, c'est-à-dire les droits des hommes vivants là maintenant. Et puis vous avez le droit commercial qui est une émanation de l'humanité qui devrait s'assujettir à tous les autres niveaux. Nous sommes très très loin de ce type de vision en France, mais il a ouvert une porte et nous sommes engouffrés dans cette porte avec plusieurs associations. Et donc nous avons demandé à ce que soit inscrit à l'article 1 de la Constitution française d'une part la lutte contre les changements climatiques, d'autre part la préservation de la biodiversité, mais surtout de le faire dans le respect des limites planétaires, c'est-à-dire d'intégrer finalement dans notre Constitution cette notion de finitude et de limite au-delà desquelles nous mettons en danger le vivant sur Terre. Et bien évidemment, ça fait plusieurs années que je milite personnellement pour la reconnaissance du crime d'écocide, c'est-à-dire d'aller jusqu'à reconnaître pénalement les crimes, en tout cas les atteintes graves aux écosystèmes de la Terre, c'est-à-dire ceux qui permettent justement cet équilibre entre la biosphère, la lithosphère, l'atmosphère, l'hydrosphère, et donc viser très clairement les multinationales et les chefs d'État qui continuent à promouvoir des technologies industrielles ultra dangereuses et qui le font aujourd'hui en connaissance de cause, c'est-à-dire en connaissance des conséquences de leurs actes. Et donc, en droit, logiquement, quand on est conscient que l'on est en train de nuire, même si ce n'est pas une intention de nuire, mais que l'on est conscient, la Cour pénale internationale, par exemple, considère que certains crimes contre l'humanité peuvent être jugés au regard du fait qu'on est conscient des conséquences probables de ces décisions. Et c'est dans ce cadre-là que nous demandons à reconnaître le crime d'écocide par le droit pénal international, mais aussi en France.
Et en fait, la grande surprise, c'est que depuis quelques semaines, les députés ont la possibilité de déposer des amendements pour proposer la constitution la plus efficace possible. Et à ma grande surprise, j'ai découvert que de différents partis, des amendements demandant la reconnaissance des droits de la nature, des amendements demandant la reconnaissance de la sensibilité animale, mais d'un statut juridique véritablement pour l'animal et d'éviter toute cruauté. Il y a des amendements qui sont propres à demander à ce qu'il n'y ait aucune régression environnementale à partir de maintenant, c'est-à-dire ce qu'on appelle le principe de non-régression. Et là, je vois qu'il y a une prise de conscience. Il y a des amendements sur la notion d'équilibre des écosystèmes, respecter l'équilibre des écosystèmes, qui sont portés par des députés que vous connaissez peut-être, comme Arendt, le député Colombani de Corse, l'équipe de Jean-Luc Mélenchon, Ruffin, Obono, etc. Et en fait, il y en a suffisamment pour que ça commence à vraiment faire bouger les lignes. Et je trouve fascinant de voir que nous sommes arrivés à véritablement une charnière où même dans des pays comme les nôtres, le débat sur les droits de la nature commence véritablement à être amorcé, à être compris et envisagé. C'est vraiment quelque chose de fascinant. Et je vais finir sur une citation de Antonio Guterres, qui est le secrétaire général des Nations Unies aujourd'hui, et qui a dit « Le droit de tout être humain à la vie est dénué de sens si les écosystèmes qui subviennent à ses besoins n'ont pas le droit légal d'exister. » Et je crois que cette phrase nous indique véritablement un changement de paradigme et qu'il est vraiment passionnant et intéressant de suivre cette actualité, mais au-delà, chacun individuellement, de se questionner sur comment justement pouvoir s'intégrer dans cette vision qui reconnaît la terre, mère, comme une terre nourricière, je dirais une entité vivante, indépendante, et à laquelle on doit s'accorder et dont on doit suivre les règles biologiques, comment dans notre quotidien on intègre cette vision du monde pour se reconnecter véritablement à la nature, pour réapprendre à vivre en harmonie avec elle, en questionnant notre rapport à la propriété, en questionnant notre rapport à la possession, à l'accumulation, qui est le propre des sociétés capitalistes, comme si on avait toujours peur de manquer, comme si on avait peur aussi de mourir, ce qu'on ne retrouve pas dans les populations traditionnelles, qui finalement apprennent à vivre, je dirais presque au jour le jour, mais ils pourraient, s'ils voulaient, accumuler. Ils ne le font pas parce qu'ils savent que quand ils le font toujours au détriment de quelqu'un d'autre. Voilà, et donc d'être vraiment dans cette dimension qui nous permet de véritablement reconnaître ce qu'a demandé aussi le secrétaire général en 2016, quand il expliquait que les lois telles que le droit de l'environnement sont inefficaces en raison de leur fondement conceptuel, parce qu'elles scindent les écosystèmes en entités distinctes. C'est une approche qui est incompatible avec le fait qu'ils sont tous étroitement liés et interdépendants, et que nous sommes, nous, humains, donc liés à ces écosystèmes. Voilà, je vais laisser de la place pour que l'on puisse dialoguer ensemble. Alors, pour que ça ne soit pas une cacophonie, effectivement, on vous l'a expliqué au début, Océane et Anna donc, ont dû prendre vos questions et je vais répondre aux questions qu'elles me proposent. Je vous remercie. Merci beaucoup Valérie pour ta présentation très intéressante. Et donc, on a une première question de Muriel qui demande si les parcs nationaux français sont-ils protégés, s'ils sont reconnus à l'UNESCO et quels droits cela implique-t-il?
Alors, les lieux qui sont reconnus par l'UNESCO en France, à ma connaissance, sont plus des lieux historiquement, enfin, qui ont une valeur historique. Je pense par exemple à la vallée de la Dordogne et donc au site archéologique de la vallée de la Dordogne. Donc, il y a plusieurs statuts. Voilà, il y a l'Aubrac. Certaines personnes doivent être plus au courant que moi. Donc, bien évidemment, il y a des parcs nationaux, des parcs qui sont protégés aussi par le droit européen. Et ça ne fait pas d'eux, pour autant, des entités juridiques distinctes. Vous comprenez bien qu'ils n'ont pas aujourd'hui la personnalité juridique. Le parc amazonien de Guyane, par exemple, est reconnu comme un parc protégé. Et le fait est que aujourd'hui, le gouvernement s'apprête à construire une mine d'or en plein milieu du parc amazonien de Guyane, parce que justement, on ne peut pas, d'une part, défendre véritablement en justice le droit de l'Amazonie à exister. Et ça me fait penser que j'ai oublié quelque chose d'important dont je voulais vous parler, qui était le cas de la Colombie, qui vient donc, après avoir reconnu le fleuve Atrato comme une personne juridiquement, vient de reconnaître comme une personnalité juridique et une entité vivante toute l'Amazonie sur son propre territoire. Nous n'en sommes pas du tout là en France, et donc nous ne pouvons pas aujourd'hui défendre les intérêts de l'Amazonie pour sa valeur intrinsèque. Et le deuxième point qu'il faut connaître, c'est que la France n'a pas signé la Convention 169 de l'OIT qui reconnaît les droits des peuples autochtones, parce que la France, en tant que république, considère, entre guillemets, tous les citoyens égaux, et donc ne veut pas faire de distinction entre les peuples autochtones et le reste de la population, ce qui fait qu'on ne peut pas non plus défendre les droits des peuples autochtones devant une justice française traditionnelle. Alors, ce qui concerne le Québec, parce qu'effectivement, j'ai passé 3 ans à aller régulièrement au Québec, ça n'a pas été dit dans l'introduction, pour étudier les sources du droit les sources du droit coutumière d'une population amérindienne qui s'appelle les Inuits, ou les Algonquins en français. Et j'étais là-bas au moment de la construction du barrage de la Romaine, qui est donc un grand barrage qui se construisait sur leur territoire. Et là, c'est un petit peu différent parce que, selon les populations, les Inuits, par exemple, n'ont jamais signé de traité avec les colons. Et donc, quelque part, ont encore une souveraineté sur leur territoire et ont leur mot à dire. Voilà, donc ça va dépendre effectivement de ce que les populations ont signé ou pas. Alors, je m'excuse, Océane, j'ai cru que c'était toi qui m'avais envoyé la question. Je reprends le fil des questions qui sont ordonnées par Océane. Non, alors, désolée. Non, c'est juste qu'on avait une question de Guido Barbizan qui te demandait à propos de la mine d'or en Guyane, Oui. si éventuellement une reconnaissance juridique des droits des écosystèmes guyanais, enfin, si ça allait changer quelque chose dans les écosystèmes guyanais. Alors, pour l'instant, c'est peu probable. Cela étant dit, selon comment la Constitution va s'écrire, et puis, si vous voulez, en droit, vous êtes toujours obligé de passer d'abord par le juge national avant d'aller solliciter un juge européen ou un juge international. Donc, on est toujours obligé de s'accommoder, je dirais, des lois en vigueur dans notre pays, sur notre territoire. Et à l'heure actuelle, nous ne reconnaissons pas, donc, comme je le disais, de droit à des écosystèmes. Mais vous le voyez, à travers les exemples que je vous ai donnés, il y a des pays où les juges saisis sur une question ont créé ce qu'on appelle une jurisprudence. Ça a été d'ailleurs le cas pour le préjudice écologique en France, où le juge a créé du droit à travers sa décision, sans que ce soit inscrit dans une loi française. C'est pourquoi je pense que sur certains cas emblématiques, on pourrait imaginer construire un dossier juridique suffisamment solide pour essayer de solliciter le courage d'un juge qui pourrait poser une jurisprudence. Alors, pour ce qui est de l'Amazonie, on a déjà des outils dans notre droit. On a le principe de précaution, on a la charte de l'environnement
qui pose la préservation des écosystèmes comme une valeur constitutionnelle. Donc, je suis presque sûre qu'aujourd'hui, la jeunesse guyanaise et certaines associations, je ne sais pas si Marine Calmé est là, elle devait être là, pourrait vous répondre, sont en train de penser à une attaque en justice par rapport à ce projet. Mais ce qui est important, c'est d'arriver à créer un droit qui soit préventif, hein, et donc qui puisse stopper un projet industriel avant qu'il ait lieu et pas d'attendre que la catastrophe ait lieu. Très bien, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu voulais développer plus sur le Québec par rapport à la question précédente ou si tu veux passer à une question suivante. Il y en a une autre. J'ai une autre question là par rapport à l'IUCN et aux aires protégées. Est-ce que tu l'as reçue de Pierre-Olivier? C'est ça. Donc, je vais la reposer pour tout le monde. Ouais. Quel est l'avantage ou la valeur ajoutée des démarches visant à reconnaître les droits de la nature par rapport aux aires protégées reconnues légalement par les États, pays, municipalités et par l'IUCN aussi? Alors, les aires protégées, elles sont toujours dépendantes, et c'est ce qu'on a chez nous aussi, hein, d'un rapport de force entre le droit économique et le droit de l'environnement. Et selon les pays, c'est le cas en France, à l'heure actuelle, on considère qu'on ne peut pas limiter la liberté d'entreprendre. Donc c'est toujours assez compliqué. Et puis surtout, une aire protégée, ça veut dire très concrètement qu'il y a un espace qui effectivement va être plutôt bien défendu, mais sans connexion, si vous voulez, avec tous les autres écosystèmes dont il y a deux niveaux, si vous voulez. C'est pour ça que je vous amène à avoir une vision plus globale. Si vous ne faites que protéger de façon morcelée des parties de la nature, d'accord, et que vous ne créez pas de lien dans le droit entre les différents écosystèmes planétaires et que vous ne prenez pas en considération les différentes limites planétaires qui interagissent les unes avec les autres. Donc, je vous les cite, ces limites planétaires. Elles ont été définies par le Stockholm Resilience Center depuis 2009. Il s'agit du changement climatique, de l'érosion de la biodiversité, de la modification d'usage des sols, de l'utilisation en masse massive d'azote et de phosphore pour enrichir les sols. Ça, c'est les 4 limites qu'on a déjà dépassées. Vous avez ensuite une limite en termes de rejet écotoxique, une limite en termes de trous dans la couche d'ozone, une limite d'acidification de l'océan. Et donc, il est impératif aujourd'hui, pour arriver à enrayer, je dirais, la catastrophe climatique et écologique à laquelle on fait face, de vraiment repenser le droit national et le droit international selon cette vision écosystémique. Et c'est pour ça que le droit de l'environnement échoue aujourd'hui à tous les niveaux, parce qu'il a morcelé véritablement les écosystèmes, et il parle des écosystèmes sous l'angle des ressources et des services qu'ils nous rendent. C'est-à-dire que quelque part, il y a une vision, je dirais, économique, financière, et donc on ne protège des écosystèmes que si l'on a l'impression que ces écosystèmes peuvent nous rendre des services, sans prendre en considération le fait que c'est une protection généralisée du vivant sur Terre qui pourra pérenniser les conditions d'existence de tous les êtres vivants, dont les humains, à l'avenir. Et c'est cette prise de conscience qui est en train de se faire, que l'on sent frémir au sein de l'ONU, pas au niveau des États, mais au niveau des gens qui travaillent à l'ONU, et puis de certains États qui montrent le chemin depuis 2-3 ans, parce que vous l'avez vu, 2017-2018, 2016-2017-2018, ça va crescendo, ça va de plus en plus vite. Voilà. Et c'est pour ça que l'IUCN elle-même a voté des résolutions en faveur de la reconnaissance des droits de la nature, parce qu'elle sent qu'elle-même, elle n'atteint pas ses objectifs, puisqu'elle nous alerte justement sur un déclin massif de toutes les espèces vivantes actuellement sur Terre. Merci beaucoup. Donc, il va nous rester 5 dernières minutes. Donc, si vous voulez... Ah, Ambroisine a une question, excusez-moi. Donc, est-ce qu'une reconnaissance des droits de la nature par l'ONU pourrait contraindre les pays membres à respecter ces droits, ou faut-il attendre que chaque pays reconnaisse les droits de la nature individuellement?
Alors, quand une déclaration est adoptée, elle n'a pas de pouvoir contraignant. Par contre, elle rentre dans ce qu'on appelle la coutume, c'est-à-dire que au fur et à mesure que des pays décident, parce que forcément, si les États adoptent une déclaration, quelque part, ça veut dire qu'ils sont prêts pardon, je cherche le terme, j'ai un terme anglais qui me vient. Ils sont prêts à nationalement intégrer aussi ces droits de la nature. Mais on le sait, c'est pas comme ça que les choses fonctionnent. En tout cas, ça fonctionne pas très vite. Mais si vous prenez par exemple la Déclaration des droits de l'homme, il est évident que beaucoup de pays ont fini par adopter les droits de l'homme dans leur constitution. Et de manière générale, cette déclaration est devenue, si vous voulez, quelque part, c'est du droit dit positif, mais c'est du droit qui devient une norme universellement reconnue et qui peut être utilisée par n'importe quel juge partout, parce que justement, il y a une espèce de consensus progressif qui s'est fait dans l'utilisation de ces droits par la jurisprudence. C'est-à-dire, les juges vont aller chercher à s'appuyer sur cette Déclaration universelle des droits humains pour pouvoir agir. C'est pareil pour les droits de la nature. Si la Déclaration universelle des droits de la nature est reconnue, cela va créer, si vous voulez, une force vive qui va pousser les États à l'adopter, et puis à des juges dans des États qui ne l'adoptent pas de s'appuyer dessus pour dire c'est du droit international, c'est un consensus universel, moi je m'appuie dessus. Et donc ça va accélérer la jurisprudence. Mais c'est aussi pour ça que je milite pour la reconnaissance du crime d'écocide, parce que je pense qu'il y a urgence. Et donc je crois qu'aujourd'hui, il faut quand même responsabiliser les décideurs politiques et économiques et donc créer du droit contraignant. Un droit contraignant, ça peut être via, effectivement, voilà, par exemple, une constitution, et puis des lois qui vont modifier, par exemple, le code pénal français. Je travaille sur une proposition de loi sur cela. Et puis de militer donc aussi pour que, au niveau de la Cour pénale internationale, qui a vocation à traiter des crimes internationaux les plus graves et qui va juger des individus et pas forcément comme la Cour de justice internationale qui va traiter des différends entre les États et les multinationales, elle va juger des individus en posant une responsabilité pénale de décideur. Alors, quelque part, nous les mettons dans une situation où ils doivent réfléchir aux actes qu'ils prennent, aux décisions qu'ils prennent, sans attendre, si vous voulez, que chaque pays légifère sur un devoir de vigilance des multinationales ou sur une levée de l'impunité des multinationales. Parce que se discute déjà à l'ONU en ce moment, vous ne le savez peut-être pas, mais un traité contraignant visant les multinationales au respect des droits de l'homme et de l'environnement. Donc, toutes ces actions-là sont menées en parallèle par la société civile et par des États, puisque par exemple le traité contraignant pour les multinationales, il est porté par 85 États du monde, et ces mêmes États sont signataires de la Cour pénale internationale, et donc il est possible qu'à un moment donné ou un autre, un de ces États propose à l'agenda de la Cour de réviser le statut de la Cour, le statut dit de Rome, qui permettrait de reconnaître un cinquième crime contre la paix et la sécurité humaine, qui serait le crime d'écocide, et qui induirait de fait la reconnaissance du droit des écosystèmes à exister pour leur valeur intrinsèque. Ok, donc merci beaucoup. Donc il nous reste 5 minutes. Donc on a 2 questions qui ont été posées par écrit et Michel Camille qui a levé la main. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la question de Michel qui peut tourner son micro s'il veut pour poser la question directement. Ok, donc on va d'abord passer à la question de Muriel. Donc, qui dit « L'inscription de la protection de la nature dans l'article 1 de la Constitution nous donne-t-il le droit ou la possibilité de faire quoi exactement devant une rivière polluée en PN, par exemple ?» Alors, très concrètement, l'intérêt de modifier la Constitution, c'est que la Constitution pose les principes fondamentaux de la République, c'est-à-dire des principes, des valeurs qui s'imposent au gouvernement.
au gouvernement actuel, mais à tous les gouvernements à venir. D'où aussi l'importance de mettre le principe de non-régression dans la Constitution pour éviter qu'on revienne en arrière. Donc ça, ce qui veut dire très concrètement que le législateur, c'est-à-dire l'Assemblée, le Sénat et le gouvernement, ne pourront plus proposer des lois qui seraient contraires aux valeurs de la Constitution. Alors, il y a deux moyens de faire valoir ces droits-là. C'est les parlementaires eux-mêmes peuvent saisir le Conseil constitutionnel s'ils voient qu'il y a des propositions de loi faites par le gouvernement qui sont contraires aux valeurs de la Constitution, d'accord ? Ou des décisions politiques qui sont prises, hein, genre mine d'or en Guyane, par exemple. Et après que la loi, si une loi est quand même adoptée, les citoyens peuvent eux aussi donc saisir le Conseil des sages pour demander donc si cette décision ne devrait pas être abrogée du fait qu'elle est anticonstitutionnelle. Voilà. Donc ça, c'est pour ça que c'est si important de profiter de cette brèche qui est proposée sur la réforme de la Constitution, parce qu'à partir de ce moment-là, le législateur sera obligé aussi de créer de nouvelles lois qui vont dans le sens d'une meilleure protection et d'un meilleur suivi, si vous voulez, des valeurs constitutionnelles. Et c'est pour ça aussi qu'on pinaille. Non, le Conseil des sages, c'est le Conseil constitutionnel. Ce n'est pas le Conseil économique, social et environnemental. Alors ça, c'est un autre sujet, c'est le fait de demander aussi que le CESE devienne véritablement une nouvelle chambre de consultation citoyenne. Mais on pinaille, si vous avez lu mes tribunes depuis 3 jours, on pinaille sur des mots parce que les mots sont extrêmement importants. Et donc, si par exemple le gouvernement pose le mot la République agit contre le changement climatique et pour la préservation de la biodiversité, c'est pas du tout la même chose que la République garantit. Alors, ils nous disent que si, hein, parce que le Conseil constitutionnel, lors d'une précédente décision, aurait considéré que ça avait la même valeur. Mais on essaye toujours de demander le maximum pour, et c'est pour ça que je demande aussi les limites planétaires, parce que les limites planétaires sont des seuils chiffrés, ce qui veut dire qu'on peut s'appuyer sur la science, le juge peut s'appuyer sur la science pour dire, voilà, j'ai été saisi sur le fait que, par exemple, il y a une nouvelle raffinerie qui va être ouverte. Aujourd'hui, la science me dit que nous sommes à 411 particules par million de CO2 de particules dans l'atmosphère. La France s'est engagée à lutter contre les changements climatiques. Elle a été porteuse et signataire de l'accord de Paris. Elle a demandé à ce qu'on reste en dessous des 2 degrés, ce qui est aujourd'hui juste absolument impossible. Hein, rappelons-le, on s'achemine plutôt vers 4-5 degrés au regard des engagements climatiques des États. Et donc, vis-à-vis de la Constitution, je peux, parce que dans la Constitution est inscrit les limites planétaires, ou en tout cas si une loi pouvait être dans ce sens, ce serait pas mal non plus, alors je peux arrêter un projet parce que ce projet va nous faire dépasser, enfin, nous conduit à continuer à dépasser la limite planétaire de 350 particules par million. Vous voyez comment le juge peut s'appuyer sur la science, mais il ne peut pas s'appuyer juste sur sur des alertes et des rapports. Il faut qu'il s'appuie sur des données très concrètes, scientifiquement chiffrées. Et ça a été le travail du Stockholm Resilience Center, et il faut savoir que les limites planétaires aujourd'hui sont reconnues comme un outil par les Nations Unies, sont reconnues comme un outil par l'Union européenne et le Conseil de l'Europe, et donc c'est pas du tout surréaliste d'imaginer que des États comme la France puissent les reconnaître. Très bien. Alors, nous allons prendre une dernière question de Rodrigue, qui demande: est-ce que les droits de la nature et le droit commercial actuel sont-ils compatibles, ou faut-il nécessairement un changement, voire un effondrement ou un basculement du droit commercial, où la nature ne serait plus considérée comme un objet? Alors là aussi, donc pour l'instant, c'est le droit commercial qui arrive toujours à primer. Donc c'est pour ça que si on arrivait à changer la Constitution et à ne pas toucher à la Charte de l'environnement, parce que la Charte de l'environnement pose le principe de précaution, qui est un principe qui a été proposé, donc défini au sommet de Rio, c'est le principe 15, et la France lui a donné une valeur constitutionnelle, ce qui est une avancée certaine.
Si on réouvre la charte de l'environnement, je le vois dans les amendements, vous avez toute une frange politique qui dit enlevons le principe de précaution et mettons le principe de responsabilité, d'innovation responsable à la place. Pourquoi? Parce qu'ils veulent absolument continuer à faire primer le droit économique sur les droits de la nature et finalement sur tous nos droits fondamentaux. Parce que je vous rappelle quand même que le grand intérêt de la reconnaissance des droits de la nature, c'est de garantir nos droits fondamentaux à l'air, à l'eau, à l'alimentation, à la santé, à l'habitat. Si la catastrophe planétaire qu'on nous annonce advient, aucun de nos droits ne pourra plus jamais être garanti. Donc, à l'heure actuelle, c'est clairement pas possible, mais si nous obtenons ce que nous voulons dans la Constitution et que le principe de précaution et de non-régression environnementale sont gardés et inscrits, alors oui, les droits de la nature seront, enfin en tout cas les droits de la nature, la protection de la biodiversité et la lutte contre le changement climatique et la protection de l'environnement, puisque c'est le troisième terme qui a été proposé par Nicolas Hulot, seront opposables au droit commercial. Eh bien, merci beaucoup. Donc, malheureusement, nous n'avons plus le temps pour d'autres questions. Donc, je tiens à remercier tout le monde pour votre participation active et d'avoir participé à ce séminaire. Donc, comme nous l'avons mentionné dans le chat, si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous les envoyer directement par mail et nous les transmettrons ensuite à Valérie qui pourra vous répondre. Ensuite, donc, si vous souhaitez participer à plus de webinaires, donc nous aurons dans les 9 prochains mois des webinaires toutes les 6 semaines. Nous vous mettons le lien dans le chat tout de suite. Et ceux-ci seront soit en anglais, soit en espagnol. Voilà. Nous vous encourageons donc à le partager, à partager notre site et ainsi qu'à remplir notre formulaire d'évaluation que nous allons également mettre dans le chat. Car c'est une information très précieuse pour nous d'avoir votre retour, que ce soit pour l'Alliance Globale ou pour Valérie. Donc, voilà. Donc, je tiens à vous remercier d'avoir participé et merci beaucoup à Valérie et à tout le monde. Ouais, j'ajoute peut-être, Océane, tu peux mettre le lien de la pétition Right for Mother Earth s'ils veulent la signer. Tout à fait. Je mets ça tout de suite. Et voilà. Merci pour votre attention. J'espère que voilà, c'était pas trop fastidieux. C'est vrai qu'il n'y avait pas de diapo, mais c'est une manière de vous donner une vue générale. Puis merci beaucoup Anna et Océane. Super organisation. Ben, merci beaucoup à toi et à bientôt pour de nouveaux séminaires.